Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Daniel Goldberg. Bonjour. Bonjour, vous êtes député socialiste, rapporteur du budget et logement à l'Assemblée nationale. Alors le projet de loi Allure sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové a été adopté en première lecture il y a quelques jours à l'Assemblée. Il y a eu plus de 1000 amendements, beaucoup de critiques se sont élevées, opposition bien sûr, mais également syndicats de l'immobilier, des professionnels, des représentants des propriétaires bailleurs. Les rapports entre locataires et propriétaires seront-ils vraiment équilibrés ? C'est le but de ce projet de loi. Il y a eu beaucoup d'amendements en séance, mais il y avait eu aussi beaucoup d'amendements qui ont été adoptés lors de l'examen en commission au mois de juillet. Moi, je pense que c'est un texte équilibré. C'est un texte qui va rassurer à la fois les propriétaires et les locataires. Je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, quand on va proposer le fait qu'il y ait un bail type, c'est-à-dire que le propriétaire qui veut mettre un bien en location ne devra pas se poser la question finalement de savoir quelles seront les mentions obligatoires à mettre dans le bail. Ce sera un bail type fourni finalement par l'État qui lui dira les mentions obligatoires à mettre, quitte à en pouvoir mettre des mentions supplémentaires. Quand un propriétaire met son bien en location, s'il passe par un professionnel de l'immobilier, pas de problème. Le professionnel, c'est son métier, il connaît toutes ces choses-là. Mais la plupart des propriétaires passent directement avec un locataire pour signer un contrat de bail. Et parfois se trouvent en difficulté vis-à-vis des exigences du locataire. Donc du point de vue du propriétaire, notamment de ceux qui ont un bien en location, ils seront rassurés finalement à la fois avec un bail type et même un état des lieux type, où là aussi le locataire ne pourra pas exiger plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Du point de vue du locataire, c'est à peu près la même chose. Le fait que les exigences des uns et des autres sont plutôt codifiées par la loi, quitte à, s'ils sont d'accord, ajouter des clauses supplémentaires, ça sera possible, mais seulement s'ils sont d'accord, pour moi, ça va permettre de rassurer, y compris dans l'espérance que des biens qui sont aujourd'hui non loués puissent revenir sur le marché. Et l'encadrement des loyers, est-ce que ça rassure les propriétaires bailleurs ? L'encadrement des loyers, c'est un dispositif de miroir. C'est-à-dire, j'ai entendu un certain nombre de critiques. On allait baisser administrativement le prix des loyers. Ce n'est pas ça. L'encadrement des loyers va faire un miroir de la réalité du marché. Le marché immobilier tel qu'il est dans les zones les plus tendues, on parle, pas dans les départements où il n'y a pas de problème entre l'offre et la demande de logement. Mais dans les zones les plus tendues, il va y avoir un miroir des loyers qui sera fait et les propriétaires qui s'écartent de beaucoup de la valeur médiane d'un bien correspondant à ce qu'ils veulent louer. Je ne sais pas, moi, 3 pièces dans le 15e arrondissement avec une superficie de 40 mètres carrés. Bon, si un propriétaire s'écarte de 20%, de plus de 20% de la médiane, ce qui peut être considérable, c'est plusieurs centaines d'euros pour un bien, eh bien celui-là devra justifier qu'il a des situations exceptionnelles quant à la qualité de son bien, soit la qualité intérieure du bien, soit pourquoi pas une vue sur la Tour Eiffel, enfin bon, des qualités exceptionnelles du bien qui justifie que la valeur locative du bien s'écarte de beaucoup de ses collègues propriétaires bailleurs. Mais vous entendez là aussi les critiques sur le même palier, dans le même immeuble, au même étage, 2 appartements d'une même surface, l'un qui a une vue très belle sur un parc, rénové, cuisine équipée, et le même appartement sur ce même palier en face qui n'est pas dans un bon état et qui donne une vue sur cour. Comment déterminer ce loyer ? Eh bien justement, on ne déterminera pas le loyer. Le loyer il sera déterminé finalement je ne dis pas d'un commun accord, mais le propriétaire proposera un loyer, et encore une fois, pour des biens semblables. Et l'exemple que vous donnez est excellent. Effectivement, pour un même bien, dans le même immeuble, enfin un bien équivalent dans le même immeuble, l'un étant rez-de-chaussée donnant sur cour et l'autre au 4e étage donnant sur un parc, ils n'auront pas la même qualité. Et donc peut-être que pour l'un, s'il y a des prestations de qualité exceptionnelle, ce propriétaire-là pourra demander à s'écarter, non pas d'une valeur administrative, encore une fois, fixée administrativement, mais d'une valeur qui est celle du marché. On fait un miroir des loyers. Ce n'est pas Cécile Duflot qui, dans son bureau, va fixer les loyers de l'ensemble des bailleurs de ce pays. Après, sur le mot exception, ce sera quand même difficile. Ça sera en discussion. Et justement, ce que l'on prévoit pour faciliter les rapports entre locataires et propriétaires, c'est qu'il y ait des commissions de conciliation. C'est-à-dire que ça ne soit pas tout de suite le recours à un juge si l'un ou l'autre n'est pas satisfait du non-accord, enfin des prestations qui sont offertes. Donc, selon vous, ça ne va pas décourager en tout cas les investisseurs? Je ne crois pas, et en particulier les petits investisseurs, les particuliers qui louent 1 ou 2 biens, qui parfois ont eu ce bien en héritage par exemple, ou qui ont fait un investissement et qui se retrouvent démunis parce qu'ils ne connaissent pas l'ensemble de la législation. La garantie universelle des loyers, la GUL, est-ce que ça va déresponsabiliser les locataires et puis est-ce que ça ne coûte pas trop cher ?
Alors, déresponsabiliser les locataires, non. Pourquoi? Parce qu'un locataire qui ne payera pas son loyer une fois que cette garantie sera mise en place, et toute la discussion n'est pas arrêtée sur la garantie universelle des loyers, le débat parlementaire va se poursuivre au Sénat d'ici quelques semaines, puis la situation reviendra à l'Assemblée nationale par la suite, mais ça ne va pas déresponsabiliser les locataires pour une simple et bonne raison, c'est qu'un locataire qui ne payera pas son loyer, même avec la garantie universelle, il sera toujours redevable de la somme. La réflexion que nous avons sur la garantie universelle des loyers, c'est 2 points. Là aussi, un équilibre locataire-propriétaire. Vous avez des locataires qui, à même strate de revenus, et à même structuration de revenus, 2 personnes en CDI à 2 000 € par mois. Aujourd'hui, suivant que l'un a une caution, donc la famille, généralement, les parents, les amis qui se portent caution pour lui et l'autre qui ne l'a pas, ils n'ont pas le même accès au logement. La garantie universelle des loyers ne mettra pas sur un pied d'égalité celui qui est au RSA, et celui qui gagne 3 000 ou 4 000 € par mois. Il mettra sur un pied d'égalité 2 candidats locataires qui ont le même niveau de revenu. Ça, c'est le côté pour le locataire. Et pour le propriétaire. Là encore, pour les propriétaires individuels, qui n'ont pas une forte connaissance des filets sociaux, des possibilités d'engager des mesures pour récupérer les revenus locatifs qui ne sont pas payés en cas de retard de loyer, eh bien, le dispositif est prévu de telle manière que les centres agréés, qui seront souvent des opérateurs privés, des banques, des assurances, voire des acteurs privés de type associatif qui seront liés à cela, eh bien, mettront dès le premier impayé de loyer en place à la fois le remboursement des sommes pour le propriétaire et le fait d'aller voir pour le locataire pourquoi il n'a pas payé. Soit c'est un locataire de mauvaise foi et dans ce cas-là, très rapidement, eh bien, il faudra faire en sorte de récupérer les sommes, soit c'est un locataire de bonne foi et tout de suite, on pourra mettre en place les filets sociaux du type du Fonds de solidarité logement. Vos principales réformes permettront-elles de faire baisser les prix de l'immobilier? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Le but, avec ce qu'il y a dans le projet de loi Allure, de réguler les prix, et de responsabiliser aussi l'ensemble des acteurs, puisque par exemple, nous réformons, et là dans le cadre, je crois, d'un très grand accord avec les professionnels, notamment la FNAIM qui avait publié un livre blanc en 2009, de responsabiliser aussi les acteurs du logement par ce qu'on appelle la loi Hoguet, sur les acteurs de l'immobilier. Mais sur l'ensemble des réformes, il y a bien sûr un enjeu considérable de notre pays. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la crise du logement que nous connaissons, elle handicape la compétitivité de l'ensemble du pays. Quand on est dans une situation où il y a 1,7 million demandeurs de logement social dans ce pays, ça veut bien dire que la chaîne du logement est bloquée. Et la chaîne du logement bloquée, ça veut aussi dire que des gens mettent beaucoup de temps pour aller travailler le matin parce qu'ils ont un lieu d'habitation très éloigné de leur lieu de travail. Ça veut aussi dire que pour l'immobilier d'entreprise, c'est plus difficile aujourd'hui pour des entreprises de se développer par rapport à l'Allemagne. Et quand une famille française dépense en moyenne 2 fois plus pour se loger qu'une famille allemande. Je ne dis pas que le différentiel de compétitivité n'est que là-dessus, mais je pense que exonérer les questions de la cherté de se loger, de la rareté du foncier et des difficultés qu'il y a aujourd'hui pour mener des opérations de construction, ça participe aussi au différentiel de compétitivité. Alors tout le monde est d'accord pour dire que l'urgence c'est de construire, mais comment construire plus là où sont véritablement les besoins et sans dépenser plus? Le foncier en premier lieu. Et je pense qu'il faut en finir avec certains dispositifs fiscaux qui ont favorisé la rente foncière. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut encourager ceux qui construisent les logements socialement accessibles. C'est-à-dire pas le logement socialement accessible, ce ne sont pas que les logements sociaux. C'est-à-dire les logements que la grande majorité des Français peuvent soit acquérir en accession, soit dans lesquels ils peuvent se loger, je pense à la location. C'est le fait, par exemple, que l'on encourage, c'est en discussion et le programme va sortir de manière définitive d'ici quelques semaines, un nouveau logement intermédiaire, légèrement au-dessus des prix du marché, entre le logement social et le prix de marché, un nouveau dispositif dans lequel on appelle les investisseurs institutionnels à revenir sur les questions du logement. Et d'ailleurs, avant de vous retrouver aujourd'hui, j'étais en discussion avec un certain nombre d'entre eux. Et puis, c'est aussi faire en sorte que quand il y a des détenteurs de terrains constructibles, quand les droits à construire sont ouverts, eh bien finalement se dire qu'on est devant une telle crise du logement, un tel handicap pour l'ensemble du pays, que quand des droits à construire sont ouverts, il faut effectivement construire sans captation de la plus-value par l'État, mais utiliser ces droits à construire dans les endroits où on en a besoin, c'est une nécessité aujourd'hui. Daniel Goldberg, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.